Dans les années 1470, une série de conflits armés a eu lieu entre la Bourgogne et les anciens confédérés. La raison en était des intentions d'expansion de part et d'autre et de grands enchevêtrements politiques. Dans le cadre de ce conflit, appelé les guerres de Bourgogne, 3 grandes batailles ont eu lieu. Le 2 mars 1476, Charles le Téméraire a affronté les confédérés à Granson. Bien qu'il n'ait perdu que quelques hommes, il a dû abandonner tout son camp. La deuxième défaite, subie par Charles quelques mois plus tard seulement, le 22 juin à Morat, était en revanche désastreuse. Presque toute l'armée bourguignonne a été anéantie. Le 5 janvier 1577, la bataille de Nancy est la dernière et la plus importante. Cette vidéo est la 4e partie de notre série sur les guerres de Bourgogne et explique comment la recherche actuelle rend compte de la bataille de Nancy. Malgré la défaite de Granson et le désastre de Morat, Charles ne pensait pas s'avouer vaincu. Avant même la fin de l'année 1476, il a recruté une nouvelle armée pour prendre sa revanche sur les confédérés. Il voulait les battre avec leurs propres armes, c'est-à-dire en plaçant l'infanterie au centre de sa stratégie. Selon Hans Delbrück, un célèbre historien militaire du XXe siècle, Charles ne s'est pas contenté de copier la tactique des Suisses, mais a fait de l'infanterie le pivot de son armée, améliorant ainsi également l'interaction entre les différentes parties de son armée. Mais Charles avait un problème. Le recrutement était lent, car son autorité avait beaucoup souffert de ces 2 défaites et ses alliés et vassaux ne voulaient pas lui fournir leurs hommes. Il craignait que ces hommes ne finissent eux aussi leur vie sous les pics des Suisses. Pendant ce temps, une révolte a éclaté en Lorraine occupée. Des rebelles dirigés par le duc René II de Lorraine, soutenus par la Basse Association, ont repris les garnisons bourguignonnes les unes après les autres, puis la ville de Nancy. Le duché de Lorraine était crucial pour les plans de Charles, car il reliait ses terres ancestrales aux Pays-Bas bourguignons. Il n'avait pas d'autre choix que de s'attaquer d'abord à ce problème. Bien qu'il n'ait que 12 000 hommes à sa disposition, il était bien supérieur en nombre aux troupes que commandait René de Lorraine, car René n'avait pas d'argent pour payer ses soldats. Le moral de son armée était mauvais, les mutineries étaient monnaie courante, et les désertions réduisaient encore ses troupes. Il était sur le point de perdre à nouveau son territoire au profit de Charles. Le 22 octobre, Charles a atteint la ville de Nancy et a commencé à l'assiéger. Les Bourguignons n'avaient que peu d'artillerie, mais les défenses de la ville avaient été endommagées lors de la reconquête et n'avaient pas encore été complètement restaurées. Bien que les Lorrains harcelaient les Bourguignons autant qu'ils le pouvaient, les guettant à la moindre occasion et coupant leurs lignes de ravitaillement, la situation est bientôt devenue désespérée. René ne voyait plus d'autre solution que de prier ses alliés suisses de l'aider. Mais les confédérés en avaient assez de la guerre contre Charles et voulaient s'arranger avec lui. La Diète a rejeté la demande d'aide de René. Ce n'est que lorsque le Lorrain a reçu le soutien financier des villes d'Alsace et de la Basse Association, qui craignaient toutes deux ce qui les attendait si Charles reprenait la main sur la Lorraine, que les confédérés ont cédé et ont autorisé René à recruter des mercenaires sur leur territoire. Cette campagne de recrutement était un succès surprenant. Au lieu des 5 000 à 6 000 hommes que René visait, environ 8 400 mercenaires suisses sont entrés à son service. Cependant, une grande partie d'entre eux étaient très jeunes et inexpérimentés, certains si jeunes qu'ils ont été rejetés. Les mercenaires suisses se sont rassemblés à Bâle et sont partis le 26 décembre en direction de l'Alsace.
Bien qu'ils marchent à travers un territoire allié, les confédérés font des ravages lors de leur marche vers le nord. Ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient et ont volé les dernières provisions de la population locale qui souffrait déjà d'un hiver rude et froid. Près de Lunéville, les mercenaires ont rencontré les troupes de la basse association. L'armée comptait ainsi environ 20 000 hommes. Elle a atteint Saint-Nicolas-du-Port, un village situé à 10 km au sud de Nancy, le 4 janvier 1477. Un conseil de guerre a été tenu le jour même. En raison de la situation catastrophique de Nancy, de la pénurie de provisions et de la supériorité numérique qu'ils avaient pour le moment, ils ont décidé d'attaquer Charles le lendemain. Lorsque le duc de Bourgogne a appris qu'une armée de secours était en approche, il a retiré immédiatement une grande partie de ses troupes du siège. Seul un petit contingent restait pour maintenir le siège et empêcher les défenseurs de prendre l'armée bourguignonne à revers. Charles avait élaboré un plan qui lui permettrait de compenser l'infériorité numérique de son armée. La route de Saint-Nicolas-du-Port à Nancy passait par une vallée. Près du village de Jarville, la vallée n'était large que de 400 à 500 mètres. Les pentes des deux côtés étaient abruptes et densément boisées. Et sur le côté nord-est de la plaine, la rivière Meurthe formait une barrière naturelle. C'est sur cette plaine, protégée par le ruisseau de Jarville, un ruisseau entouré d'épaisses broussailles, que Charles a pris position. Il a placé son armée entre la Meurthe et la pente abrupte au sud-ouest. C'est dans cette solide position défensive qu'il attendait l'ennemi. Le centre de la formation bourguignonne était composé d'infanterie, y compris des hommes d'armes descendus, des arbalétriers, des archers et la garde personnelle de Charles. L'artillerie était positionnée juste devant le centre et orientée vers le goulot d'étranglement que l'ennemi devait franchir, et la cavalerie protégeait les deux flancs de la formation. Cette position avait tous les avantages et les inconvénients d'un passage étroit comme celui-ci. Si elle permettait à Charles de compenser dans une certaine mesure son infériorité numérique et de concentrer la force de frappe de son armée en un seul point, elle limitait la mobilité des deux armées. De plus, la seule possibilité de retraite de Charles était bloquée par la ville de Nancy qui, malgré son siège, constituait un obstacle à une retraite ordonnée. Le matin du 5 janvier, un jour d'hiver froid et humide, l'armée des Alliés s'est dirigée vers Nancy. Ils se sont arrêtés à une certaine distance des lignes bourguignonnes afin de reconnaître la position de l'ennemi, de se préparer à la bataille et de tenir un dernier conseil de guerre. Les chefs de l'armée de secours se sont rendus compte que la position de Charles était trop forte pour une attaque directe de front. Ils ont donc décidé de n'envoyer que 800 fantassins, l'arrière-garde, attaquer de front afin de distraire les Bourguignons, tandis que l'attaque principale serait menée des deux côtés. Comme le terrain était si difficile des deux côtés, l'artillerie a été laissée dans le camp. Les Alliés avaient trouvé la faille dans le plan génial de Charles. Vers midi, la troupe principale, composée principalement de mercenaires suisses et comptant environ 9000 hommes, s'est mise en route pour sa marche difficile. Une neige et un brouillard épais limitaient la visibilité et la neige et la glace rendaient chaque pas pénible. Lentement, ils se sont frayés un chemin à travers les forêts denses le long de la pente abrupte. Après environ 2 heures, ils ont enfin atteint la colline au-dessus de la position bourguignonne. Bientôt, la neige a cessé de tomber, le brouillard s'est dissipé et les Suisses ont fait résonner leur corps de guerre. Criant des cris de guerre, ils ont dévalé le flanc de la colline et se sont jetés sur les Bourguignons surpris.
Ceux-ci avaient pensé que la colline était impraticable et étaient complètement pris au dépourvu. Ils ont essayé hâtivement de tourner leurs canons, mais le temps ne leur a permis que quelques tirs mal ciblés. La cavalerie s'est précipitée à leur rescousse, mais elle aussi n'a pas pu arrêter l'attaque que pour un instant et était ensuite repoussée par les piquiers fédéraux. Charles a alors ordonné à ses tireurs de soutenir le flanc droit. Mais tout s'est passé trop vite. Avant qu'il n'ait fini de se déplacer, le carré des confédérés s'est heurté à l'infanterie bourguignonne. Quelques instants plus tard, de l'autre côté, l'avant-garde de René, qui avait contourné la position bourguignonne à l'abri de la neige et du brouillard le long de la Meurthe, se précipitait sur les Bourguignons. Lorsque les Bourguignons s'en sont aperçus, les attaquants avaient déjà contourné l'artillerie et pouvaient attaquer directement le flanc gauche des Bourguignons. Là encore, la cavalerie s'est opposée à eux et, une fois de plus, ils ont été repoussés et détruits après un combat court mais sanglant. Charles a ainsi été privé des piliers tactiques sur lesquels il avait construit sa stratégie, à savoir l'artillerie et la cavalerie. Ces hommes ont livré une bataille désespérée, mais la supériorité numérique des assaillants n'a pas tardé à se faire sentir. La formation bourguignonne s'est brisée et les soldats se sont sauvés vers la fuite. Mais les hommes qui voulaient sauver leur vie étaient déjà attendus par la garnison de Nancy, qui avait fait une sortie et avait mis le feu au camp de Charles. Les hommes en fuite n'avaient d'autre choix que de fuir en direction de la Meurthe partiellement gelée. La glace n'était pas assez épaisse, de nombreux fuyards ont trouvé une tombe froide et humide dans la rivière. L'historien suisse Hans Stadler estime qu'au total, environ 6000 Bourguignons ont perdu la vie. La dernière bataille des Bourguignons était perdue. Charles le Téméraire lui-même s'est tourné également vers la fuite. Mais contrairement à la bataille de Morat, son cheval n'était pas assez rapide. Ses poursuivants l'ont rattrapé et l'ont arraché à son cheval. Lorsque son corps était retrouvé le 7 janvier, près d'un étang à quelques centaines de mètres du champ de bataille, son corps était transpercé de 2 coups de lance et sa tête fendue par le coup d'une hallebarde. René de Lorraine l'a fait enterrer comme un trophée dans sa chapelle de cour Saint-Georges. Plus tard, le corps était transféré à l'église Notre-Dame de Bruges. Après la mort de Charles, la Bourgogne est restée sans souverain et bientôt, le roi de France et l'empereur romain germanique ont commencé à se la disputer. Selon une maxime en langue allemande, Charles le Téméraire a perdu ses biens à Granson, son courage à Morat et son sang à Nancy. D'après l'historien André Hollenstein, cette maxime qui rappelle les grandes batailles des guerres de Bourgogne commence à se répandre peu de temps après la bataille de Nancy, même si les termes ont légèrement changé. Il témoigne l'importance que ce conflit avait pour les contemporains. Cette importance est également soulignée par Claudio Siba Lehmann, selon qui les guerres de Bourgogne ont marqué un tournant non seulement pour la Suisse, mais aussi pour l'Europe. L'équilibre du pouvoir changeait radicalement. L'Empire bourguignon a cessé d'exister, l'importance politique de la France a augmenté et la maison des Habsbourg a commencé son ascension vers la grande puissance du XVIe siècle. La petite confédération a également commencé à devenir une puissance militaire indépendante et l'un des principaux exportateurs de mercenaires en Europe. En revanche, l'ancienne confédération ne gagnait pas beaucoup de territoire. Les changements sociaux au sein de l'ancienne confédération étaient bien plus profonds. Les victoires militaires contre un adversaire supérieur ont permis à leur réputation de combattants compétents
de se répandre sur tout le continent. Les mercenaires suisses sont ainsi devenus en très peu de temps les mercenaires les plus demandés d'Europe. Cela n'a pas seulement eu un impact énorme sur la politique, la cohabitation sociale et même la vie quotidienne dans la Confédération, mais a également modifié durablement la conduite de la guerre en Europe.